Jeudi 12 octobre 1972, 11h du matin. Dans quelques instants, un bimoteur militaire uruguayen va décoller pour Santiago du Chili. Durée du vol prévue 2h30. À l'intérieur s'y trouve une équipe de rugby uruguayenne catholique, des parents, des supporters et 5 membres d'équipage. Quelques heures passent, et alors, plus aucune nouvelle de cet avion. 13 octobre 1972. Des recherches s'organisent. Uruguayens, Chiliens et Argentins participent aux opérations de secours dirigées par le major Garcia. Le plan est simple, retracer l'itinéraire que l'avion uruguayen devait suivre. Le premier jour, 5 avions sont réquisitionnés pour démarrer les recherches. Les 10 jours qui suivent, il y en aura 20 de plus, mais en vain. Dans un environnement où la neige s'étale à perte de vue, l'épave d'un avion blanc ne se fait pas remarquer. Les recherches s'arrêteront au bout de 10 jours, car dans les Andes, c'est le délai limite où l'on estime que l'on a encore une chance de récupérer des gens vivants dans un accident de montagne. Jour 1. l'avion n'a pas disparu. En réalité, c'est plus simple que ça. À 5000 mètres d'altitude, l'aile droite de celui-ci heurte le sommet d'une montagne. L'avion, totalement dévié, est coupé en deux. L'avant glisse sur un 1 km de pente, laissant derrière elle des corps qui mourront instantanément. 4 autres passagers sont projetés sur le sommet d'une colline, n'arrivant pas à descendre, ils mourront de froid. La queue de l'avion, quant à elle, s'est détachée et a parcouru 4 km. Finalement, 27 survivront au crash de l'avion. Le chaos, c'est le sentiment commun qui émerge pour tous les survivants. Entre les cris des blessés, le froid qui s'installe, il y a alors une prise de conscience générale. La carcasse de l'avion est située à 3600 mètres d'altitude. Passé les 2500 mètres, le corps humain peut avoir des problèmes. Vertige, manque d'oxygène, mais le principal problème ici, c'est le froid. Lors des nuits, la température peut atteindre moins 30 degrés, sachant qu'en plus, les survivants n'ont pas forcément les habits adéquats pour supporter cette température. S'ajoute à ça le fait que pour se réchauffer, le corps a besoin de brûler plus de calories. La faim devient de plus en plus présente. Des passagers normaux seraient morts, mais eux, ils sont jeunes, intelligents et ils savent s'organiser. Dès les premiers jours, ils vont faire un stock de rations de nourriture. Ils libéreront l'intégralité de l'avion pour faire plus d'espace et brancheront la radio pour se tenir informés des recherches. Ils entendent d'ailleurs que celles-ci ont commencé et voient, à partir du deuxième jour, des avions survoler tout près d'eux. Toujours est-il que pendant la première nuit, il n'y eut aucune organisation, tout le monde croyant que les secoureurs arriveraient bientôt. Le chaos laisse place à l'espoir. Le groupe pense alors à la même chose. N'allons pas rester ici encore longtemps. 11e jour, l'annonce. Ça fait 11 jours que les survivants sont bloqués dans les Andes. Ils ont épuisé le stock de nourriture et en plus de ça, une nouvelle viendra détruire leur morale. À la radio, ils entendent que les recherches sont abandonnées. Ils sont considérés comme morts. Et lorsque le moral est au plus bas, l'un des hommes, Nikolic, sortira cette phrase. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire que nous allons devoir nous en sortir seuls. Sauf que la nourriture manque. Dans un environnement où la vie est impossible, qu'elle soit animale ou végétale, ils réalisent progressivement que la seule source de nourriture se situe juste à côté d'eux, dehors. Ces jeunes gens qui avaient un courage exceptionnel ont été amenés à prendre des décisions dont on a beaucoup parlé, notamment on a dit qu'ils avaient mangé de la chair humaine. C'est Nando Parado qui proposera cette idée. Les corps étant congelés à l'extérieur, demandera à Roberto Canessa, étudiant en médecine, de s'occuper de la dissection. Il le fera en cachette pour éviter aux autres de savoir d'où provient la chair. Il est difficile de juger ce comportement à froid. La décision en plus de ça n'a pas été prise facilement. Une décision sujet à débat, là où tout le groupe était catholique, ils voyaient ça comme un blasphème. Mais dans une situation extrême, doit s'appliquer des mesures extrêmes à un point où celles-ci deviennent finalement normales. Jour 17, la causalité. Si l'on devait donner un sentiment à la montagne, ça serait la solitude. Le silence règne, pas de signe de vie. L'anomalie ici n'est pas que l'avion se soit crashé et que malgré ça il y ait tout de même des survivants. L'anomalie dans les Andes, c'est le groupe de survivants. La nature a toujours le dernier mot. Eran las 3 de la tarde cuando de pronto sentimos el ruido como de una tropilla de caballos que bajaba y de pronto toneladas de nieve que se nos meten adentro del fuselaje y nos sepultan.
3 jours enfermés dans l'avion enseveli par de la neige, Nando Parado arrive à l'aide d'une tige en métal à percer le toit de l'avion pour faire rentrer de l'oxygène. Une fois sortis, ils savent que leur seul moyen de s'en sortir, c'est de rencontrer la civilisation. Nando Parado décide alors avec 2 des survivants de partir faire des recherches et c'est comme ça qu'ils retrouveront la queue de l'avion où ils tenteront de faire fonctionner la radio de celle-ci pour appeler une tour de contrôle. Mais sans surprise, cette tentative sera un échec. Les jours avancent et les journées se ressemblent. Jour 60. La solution. Pas de communication, des recherches abandonnées. Nando Parado, Roberto Canessa et Antonio Vicinti décideront de se diriger vers l'ouest car le Chili s'y trouve. Information qu'avait donnée le pilote avant de mourir. Sauf que devant eux se dresse une immense montagne et plusieurs kilomètres de marche. Ils devront dormir dehors, sans abri. Cette expédition signe soit leur mort ou le sauvetage de tout le reste des survivants. 3 jours, c'est le temps qu'ils mettront à gravir cette montagne avec comme objectif de voir les plaines du Chili. Mais une fois en haut, leur visage se décompose. Pourquoi? Car au lieu de trouver des vastes plaines, ils voient des montagnes qui s'étendent à perte de vue. En réalité, 90 km les séparent de leur objectif. Nando Parado veut continuer et dira « Nous marchons peut-être vers notre mort, mais je préfère marcher à sa rencontre plutôt que d'attendre qu'elle vienne à nous. » 70e jour. Les survivants ont un pressentiment. Plusieurs d'entre eux ont rêvé que leurs 2 amis avaient réussi à trouver de l'aide. Ils allumeront la radio et entendront le prénom de ceux-ci. Leur douleur, leur inconfort, tout venait de disparaître pour laisser place à leur liberté. Nando Parado et Roberto Canessa ont marché 61 km en 7 jours. Lors de cette expédition, ils auront perdu la moitié de leur poids. Si on devait quantifier le pourcentage de chances qu'ils avaient de survivre, elle serait pratiquement nulle. Survivre au crash d'un avion, survivre à l'avalanche, et que Nando Parado et Roberto Canessa aient achevé leur route pour trouver de l'aide. Nous avons appris à apprécier l'eau qui coule d'un robinet, à nous coucher dans un lit, à nous laver les dents. Pour moi, voir sortir l'eau d'un robinet est un miracle, car là-bas, nous devions fabriquer notre eau. J'aimerais adresser un message à tous ceux qui se droguent, à ceux qui ne vivent que dans le snobisme et la frivolité. Partez passer 3 jours dans les Andes. Et ainsi, vous apprendrez la valeur réelle de la vie. La vie nous confronte parfois à des situations qui nous semblent insurmontables, comme des obstacles qui se dressent devant nous afin de briser nos rêves, notre liberté. Mais avez-vous vraiment le temps de vous laisser impressionner? N'abandonnez pas ce que vous faites. Que l'on soit moyen partout ou spécial dans rien, c'est une raison suffisante pour ne pas lâcher. Continuez de faire des choses dans lesquelles vous croyez, des choses que vous pensez impossibles à réaliser car d'autres sont sûrement meilleures. Devenez ce pilier indestructible qui, face à l'adversité, face aux différents combats qui vous attendent, faites-y face et ne lâchez rien. Devenez inspirant.